Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM TV et d'RMC. Vous êtes ministre délégué chargé de l'industrie. On va évidemment parler de l'industrie, on va parler d'emploi. Je voudrais qu'on parle d'abord des masques. J'allais dire, vous êtes un peu la ministre des masques d'une certaine manière. D'abord, une question. Tous les Français se la posent. Depuis lundi, le masque est obligatoire dans les lieux clos, sous peine d'amende d'ailleurs de 135 €. D'abord, cette question toute simple. Est-ce qu'on est sûr que cette fois, il y aura des masques pour tout le monde ? Oui, on en est sûr puisqu'il y a beaucoup de stocks dans l'État, de stocks de masques grand public, ceux dont j'avais la charge, et de stocks de masques sanitaires. Et puis, on a une production française aujourd'hui. Alors, c'était ma deuxième question. Où on en est des masques produits sur le sol français par des entreprises françaises? Sur le sol français, par des entreprises françaises, c'est 50 millions par semaine de masques sanitaires. Pour donner une idée, on était à 3,5 millions de masques en début d'année. Donc, on a fait x10. Et pour les masques grand public, on a une capacité de production qui n'est pas activée aujourd'hui parce qu'en fait, on a trop de capacité de production en France, de 25 millions de masques textiles, lavables, réutilisables. Et je le redis ici, ces masques, il faut les préférer parce qu'ils sont très filtrants, plus de 90% des particules de 3 microns, beaucoup plus écologiques et bien meilleurs pour votre budget. Et pour l'essentiel, ils sont fabriqués en France. Donc ça veut dire que chaque Français qui devra satisfaire à cette obligation de port du masque n'aura aucun problème pendant les semaines, les mois qui viennent pour trouver des masques partout. Tout à fait. Ils sont vendus dans l'ensemble des magasins, non seulement les couturiers, les artisans, mais également dans la grande distribution, dans les petits commerçants. Et vous pouvez également vous en procurer dans les pharmacies. Donc que ce soit en termes de circuit de distribution ou que ce soit en termes de capacité de production, on est très largement en capacité de servir l'ensemble des Français. Il y a un petit problème quand même sur le prix. Vous avez d'une certaine manière plafonné, encadré, je ne sais pas comment il faut dire, le prix des masques dits chirurgicaux autour de 95 centimes. Pour beaucoup de foyers, c'est quand même très élevé. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux sur ces prix, d'autant que maintenant on les produit nous-mêmes? Alors moi, je m'inscris en faux dans cette approche parce que le masque lavable, réutilisable, c'est 10 à 20 centimes par usage. Le masque, effectivement, chirurgical, il est plafonné à 95 centimes d'euros, mais dans 90% des cas. Donc ce que vous dites aux Français ce matin, c'est oubliez les masques chirurgicaux, équipez-vous de masques textiles et masques grand public. Exactement, on les lave avec les serviettes de bain à 60 degrés, une fois par semaine, et vous en avez pour 20 semaines. Sur certains masques, pour 30 semaines. Donc c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus écologique et c'est nettement meilleur pour votre budget. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a dit hier qu'il allait distribuer 40 millions de masques à 7 millions de foyers. On peut comprendre que ce sont les foyers les plus démunis, les plus fragiles sur le plan financier. Gratuit pour les plus démunis, payant pour les autres. Est-ce que c'est pas contraire au principe de l'égalité républicaine? Au fond, devant la santé, on est tous égaux. Donc pourquoi pas gratuit pour tout le monde? Non, c'est le principe de l'impôt progressif, c'est chacun selon ses moyens. Et puis je veux rappeler que c'est pas le cas. Pardon, je vous interromps, c'est pas le cas pour la santé. Les médicaments, c'est pas gratuit selon ses revenus. Si on considère que le masque c'est un médicament qui nous protège et qui protège les autres, pourquoi pas gratuit pour tout le monde comme un médicament? D'abord, vous n'avez pas beaucoup de médicaments gratuits. Vous avez un ticket modérateur, vous devez prendre une mutuelle. Cela vous coûte de l'argent en règle générale, donc c'est pas gratuit la santé. Là encore, sauf pour les gens qui ont la CMU. Donc vous retrouvez la même logique. Et puis, encore une fois, le masque, vous en consommez en moyenne 1 par jour. Parce que vous n'êtes pas 8 heures durant dans les grands magasins ou au cinéma. Donc vous contestez les chiffres qui sont sortis quand on dit 228 € pour une famille de 4 personnes? Ces chiffres sont parfaitement délirants. La réalité, c'est qu'avec un masque à 10 centimes l'usage par jour que vous portez pour sortir pour vos loisirs, puisque lorsque vous travaillez, vous êtes équipé par votre employeur. Les enfants dans les écoles, je veux le redire, sont équipés. Ils seront équipés à la rentrée prochaine. Nous avons des stocks pour les lycéens et pour les collégiens. Donc, un masque par jour, 7 jours par semaine, 30 jours par mois, à 10 centimes, ça fait 3 €. D'accord. Et les enfants de moins de 11 ans peuvent ne pas porter de masque. Eux n'en portent pas. Exactement. Alors il y a les masques, puis il y a l'emploi. C'est quand même un sujet fondamental pour vous. Vous êtes ministre chargé de l'industrie. Je voudrais ce matin qu'on parle d'emploi, mais qu'on soit extrêmement concret. On va commencer par Airbus. Cet après-midi, vous vous rendez à Toulouse, vous allez rencontrer la direction d'Airbus et les représentants des salariés. Vous me dites si je me trompe, mais 15 000 emplois supprimés chez Airbus, dont 5 000 en France.
Et de l'autre côté, un plan d'urgence pour aider l'aéronautique de 15 milliards d'euros. C'est bien ça. C'est quoi la contrepartie? Cet argent, une partie de cet argent va aller à Airbus, mais Airbus supprime des emplois. C'est quoi la contrepartie sociale que vous, le gouvernement, vous pouvez exiger? Voilà, typiquement, chez Airbus, vous avez une annonce à 5000 emplois et grâce à ce plan, ça va se transformer en 3500 emplois. Premier point. Deuxième point, c'est un plan de départ volontaire, c'est-à-dire que ce que nous demandons à Airbus, pas de licenciement. Ce que je demande à Airbus, c'est d'avoir une cible de 0 départ contraint. 0 départ contraint. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de mettre les gens à la porte comme ça, du jour au lendemain. Pardonnez-moi, les mots sont importants. C'est une cible ou c'est une exigence du gouvernement? C'est une cible parce que il faut du dialogue social et que le dialogue social aille jusqu'au bout. Et nous sommes extrêmement présents dans ce dialogue social et c'est le sens de mon déplacement à Toulouse. Est-ce que vous pouvez dire, par exemple, ce matin, qu'il n'y aura pas de suppression de postes, de fermeture sur les lignes d'assemblage à Toulouse, notamment sur les gros porteurs, la 320. À Toulouse, tout le monde attend cette réponse. Mais attendez, le sujet de l'activité d'Airbus, c'est pas l'État, c'est les commandes. Je crois que tout le monde a quand même compris que l'aéronautique s'est effondrée. Les carnets une baisse de commandes, de 40% à peu près. Oui, 40% de moins. Et on parle d'une suppression de moins de 10% des emplois. Pas des personnes. C'est là où c'est très important. Donc, on est face à une crise qui est absolument inédite. Nous avons pris nos responsabilités avec le plan massif que vous indiquez, 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, ce n'est pas que pour Airbus. Bien sûr. On va parler d'Air France, on va parler du secteur. C'est pour l'ensemble du secteur. C'est notamment pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire, parce que c'est elles qui nous inquiètent le plus aujourd'hui. C'était ma deuxième question. Vous vous occupez de l'emploi chez Airbus, très bien, mais il y a les milliers de sous-traitants qui travaillent tous les jours avec Airbus. Si Airbus va mal, les sous-traitants vont encore plus mal. Mais si les commandes diminuent, si l'ensemble des compagnies aériennes mondiales ne sont plus en capacité d'acheter des avions, c'est effectivement Airbus qui trinque, mais c'est l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Qu'est-ce qu'on fait pour les sous-traitants? Et c'est pour ça, Laurent Neumann, que nous sommes au rendez-vous, que nous avons un plan qui a été annoncé le 9 juin dernier, que ce plan, il est aujourd'hui quasiment voté, parce que nous sommes dans un pays démocratique, il faut faire le chemin de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est fait, que l'argent arrive maintenant et va permettre effectivement de sauver ces entreprises. Et je veux rappeler que dans le travail sur les entreprises en difficulté, les résultats de Bercy, c'est qu'on sauve 9 dossiers sur 10. 9 dossiers sur 10. Soyons concrets, les milliers de sous-traitants d'Airbus, je crois qu'il y a 24 000 entreprises qui travaillent pour Airbus. On fait quoi pour elles? C'est ce que je vous dis. Concrètement, c'est du chômage partiel de longue durée. Donc ça sauve immédiatement des emplois. C'est 1,5 milliard investi sur la R&D notamment privée, recherche-développement, ce qui permet de continuer à faire travailler les équipes d'ingénieurs, de techniciens et de préparer l'avenir et de préparer en plus la transition écologique. Parce que moi, je suis confrontée à des gens qui me disent « l'avion, c'est polluant, mais il faut sauver les emplois dans l'aviation ». C'est magique. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe justement en ayant la trajectoire et le plan ambitieux que nous avons, qui est à la fois de construire l'avion décarboné de demain, en 2035, donc en continuant à investir dans la recherche et développement et en faisant en sorte que tous les ingénieurs, tous les techniciens puissent continuer à travailler grâce au soutien de l'État, en continuant à soutenir les opérateurs, les techniciens, les gens sur la ligne en disant on n'a pas de travail pour 5 jours sur 5, mais on va en prendre en charge 2 jours et vous continuerez à travailler 3 jours collectivement. Sans et on va perte de soutenir salaire ça. pour les salariés. Ça, c'est une discussion à avoir aussi. C'est important. Non, parce que c'est 84% de salaire. 84% de salaire pour ceux qui gagnent 2 SMIC, 3 SMIC, etc. À 1 SMIC, c'est 100% du salaire. C'était ce sur quoi nous nous étions engagés. Et là aussi, c'est un effort collectif sur lequel nous travaillons. On a parlé d'Airbus, vous avez évoqué un plan de décarbonation, ce sera pour la rentrée, je crois. Mais restons sur le secteur de l'aéronautique. Air France, j'ai regardé, même chose, 7500 suppressions de postes. Et là encore, l'État a joué son rôle. Vous avez prêté de l'argent. Vous êtes actionnaire, l'État est actionnaire d'Air France. Je crois qu'il y a 7 milliards d'euros qui ont été mis sur la table. Et là encore, on se pose la question, 7 milliards d'un côté, 7000 suppressions de postes, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Qu'est-ce que l'État peut faire pour obtenir des contreparties sociales? Vous préférez qu'Air France dépose le bilan? Non, et là, c'est des dizaines de milliers d'emplois. Encore une fois, ces entreprises, elles se sont retrouvées au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Et donc, ce n'est pas de 5000 emplois qu'on parlait,
c'est de 100 000 emplois sur l'aéronautique, c'est de plusieurs dizaines de milliers d'emplois sur Air France. Et si l'État n'avait pas été là, c'était une saignée massive pour l'emploi français. Et regardez ce qui s'est passé en 2008-2009, où la crise était beaucoup moins forte. Eh ben, le toboggan du chômage a démarré beaucoup plus vite. Regardez l'enquête de BPI sur les PME, qui disent que les PME vont perdre 15% de chiffre d'affaires cette année. Beaucoup, mais ce qui est finalement énorme. peu. Et qu'est-ce que disent les PME? Elles disent, grâce à l'État, en fait, mes perspectives sont beaucoup plus positives qu'en 2008-2009. Je suis capable de rebondir. Et c'est ça le combat que nous devons mener. C'est pas de dire, il n'y a pas d'économie, on va mettre tout le monde sous cloche et ça va très bien se passer. C'est pas vrai. Ce serait mentir aux Français. Vous avez de dit pour raconter Airbus, ça. pas de départ contraint. Est-ce que vous dites la même chose chez Air France? En tout cas, là aussi, ils y travaillent. Air France est une participation de l'État. Pour des raisons de ma carrière antérieure, je regarde très peu ce dossier puisque c'est le tourisme, pour des raisons de conflit d'intérêt. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail. Alors, autre sujet, parce que les plans sociaux se multiplient. Alors, c'est un autre sujet qui n'est pas tout à fait similaire, mais Smart, on est dans la région de Sarreguemines. Je crois que c'est 1600 salariés. Il est question pour Daimler, qui possède ce site, de vendre ce site. Là encore, j'ai regardé, les gens qui travaillent là, c'est des compétences absolument incroyables. Ce sont des spécialistes des véhicules électriques. On ne peut pas laisser partir cette compétence, ce savoir-faire. Et c'est pour ça que nous y travaillons. Qu'est-ce que l'État peut faire? C'est pour ça que nous y travaillons. Moi, j'ai reçu l'ensemble des organisations syndicales hier. J'ai reçu, la semaine dernière, avec Bruno Le Maire, le patron de Daimler et le patron du possible repreneur du site. C'est-à-dire que c'est pas un dossier où il y a rien. Il y a un possible repreneur. Ce sont des Britanniques, je crois. Ce sont des Britanniques qui sont prêts à mettre un nouveau modèle de production dans l'usine d'Ambar. Mais nous n'allons pas laisser juste les choses se faire sans regarder de manière approfondie. Tout vendredi, nous aurons une réunion ligne à ligne pour regarder le projet de ce repreneur, pour s'assurer qu'il permet de traiter la sous-traitance, de mettre suffisamment de charges dans l'usine pour qu'on ait bien du travail pour mener 1600 personnes. Nous négocions avec Daimler pour que l'arrêt de production de la Smart, puisque la production de la Smart se poursuit, ne soit pas en 2022, mais en 2024, pour continuer à donner du travail aux gens. Donc vous voyez, c'est ce qu'on fait très concrètement. Donner de la perspective, repousser le moment où le problème se pose, aller chercher des repreneurs, se battre pour mettre de la charge dans l'usine, faire installer de nouveaux investisseurs dans la zone. J'ai annoncé lundi avec Jacqueline Gouraud que nous avions 78 sites clés en main. Vous avez un site clé en main qui est à proximité d'Ambar pour remettre de l'industrie. Parce que ça veut dire, justement, soyons concrets, 66 sites clés en main, des sites industriels où on va plus vite en matière d'administration, de normes, etc. Très bien. Donnez-nous un exemple de relocalisation. Qu'est-ce qu'on peut relocaliser en France? C'est un mot à la mode depuis la crise du coronavirus, mais on ne voit pas concrètement ce qu'on peut relocaliser. Vous avez un projet de Sanofi, Marcy-l'Étoile, 600 millions d'euros, en juin, qui est en train de se dérouler maintenant, une usine de vaccins. Qui était où avant? Qui devait être construite à Singapour. Une nouvelle usine. Et qui sera construite en France. Et on s'est battu pour aller l'attraper. Il y a d'autres domaines à part le domaine de la santé? Vous avez la santé, vous avez l'électronique, où nous allons lancer un appel à manifestation d'intérêt pour relocaliser des productions. Nous avons le textile, sur lequel j'ai une mission qui avance, notamment avec 4 personnes experts du secteur, le patron du slip français, etc., qui vont nous faire des propositions. J'ai sur mon bureau plus de 30 dossiers de relocalisation. C'est très concret, c'est maintenant et ça dépend à partir de la rentrée. Vous parliez des secteurs textiles, vous parliez de l'électronique, le secteur des télécoms. Pendant ce temps-là, à Lannion, chez Nokia, on supprime 400 postes. Et on en crée 300 là aussi, chez Ericsson. Je suis allé regarder un peu le dossier. Et on en crée 300 chez Ericsson. Ce sont des chercheurs, ce sont des ingénieurs, ce sont des gens qui ont obtenu tous leurs diplômes, qui vont perdre leur emploi. C'est compliqué à comprendre. Mais parce que Nokia ne va pas bien. Encore une fois, dans l'économie, vous avez des entreprises qui vont bien, vous avez des entreprises qui vont moins bien. Nous sommes frappés par une crise inédite. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que les entreprises qui vont bien, on les pousse encore plus fort et elles créent de l'emploi. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est de faire en sorte que les entreprises qui vont pas bien, on les accompagne pour passer le cap de la crise. Et quand vous perdez 40% de chiffre d'affaires, ou quand vous avez fait des erreurs stratégiques, parce que ça arrive dans des entreprises, et vous en payez le retour plein pot. Et vous avez raison, ce sont souvent les salariés, et c'est révoltant que ce soit les salariés qui payent des erreurs stratégiques des dirigeants. Mais c'est comme ça que nous trouvons les dossiers. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte de trouver des solutions qui sont soit avec l'entreprise, soit avec des repreneurs,
soit en implantant de nouvelles activités à proximité. Pourquoi Laurent Neumann, alors qu'on avait détruit l'emploi entre 2000 et 2016, en 2017, en 2018 et en 2019, on crée de l'emploi industriel. Parce que nous avons eu cette politique, parce que nous sommes allés chercher chaque emploi, parce que notre boussole, c'est l'emploi industriel. Et on est très conscient que ça va être difficile. Ah oui, parce que là, vous avez vu, j'ai pris viennent. 4 entreprises, hein, Airbus, Air France, dans des secteurs différents. Mais pourquoi vous ne parlez pas des entreprises qui créent de l'emploi? Et il y en a. Eh ben, je vous en ai cité quelques-unes. Il y a des entreprises qui créent de l'emploi dans la santé, dans l'agroalimentaire et dans des secteurs que vous citez. Ericsson est en train d'installer un site, donc c'est le concurrent de Nokia, sans emploi. Donc, tout ça est en train de se dérouler. Ça va être très difficile. C'est une crise mondiale. Vous avez 40 millions de personnes qui sont au chômage côté États-Unis. Nous devons faire en sorte de limiter l'impact sur les Français, et c'est ce que nous avons fait. On regardera évidemment le taux de chômage à la fin de l'année 2020 et l'impact de cette crise. Juste une question, lundi, mardi, mercredi, le président de la République, votre majorité, tout le monde avait l'air absolument fou de joie de ce qui s'était passé à Bruxelles, ce fameux accord avec 40 milliards d'euros qui vont permettre de financer notre plan de relance ici. Mais il y a plein de gens qui se disent, mais attendez, ces 40 milliards, ils vont arriver quand concrètement? Quand est-ce qu'on va les voir arriver pour l'industrie, pour tous les domaines dans lesquels vous allez investir? C'est quand? Alors, ça arrive dans les 2 ans qui viennent. Dans les 2 ans qui viennent? Dans les 2 ans, Laurent. Mais attendez, Laurent Neumann, on a mis 450 milliards d'euros depuis le démarrage de la crise sur la table. Je peux vous dire que les crédits, ils ne sont pas aujourd'hui saturés. L'espèce d'angoisse qui est articulée par certains de nos opposants en disant « mais où est l'argent ?» Mais ce n'est pas un problème d'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un problème de travail, d'exécution des projets, d'aller chercher les entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, elles ont énormément de moyens pour transformer leur appareil de production. On a des moyens, 150 millions d'euros sur l'automobile, on en a également sur l'aéronautique, et on vient de voter 490 millions d'euros, là, maintenant, disponibles au 1er août, pour subventionner les investissements dans le numérique. La décarbonation, la semaine du 24 août, Bruno Le Maire annonce c'est la semaine où le plan de relance sera présenté. Dans la foulée, j'annonce un plan de décarbonation des 10 sites les plus émetteurs de CO2 de France, avec des crédits que nous avons là, maintenant. Territoire d'industrie, 148 territoires qui ne sont pas les agglomérations. Nous avons 200 millions d'euros pour accompagner leurs projets. Alors, ne faisons pas croire aux Français qu'il n'y a pas l'argent et que l'État n'est pas à la manœuvre. Mais les Français, ils ont vu la mobilisation de l'État pendant la crise. Là, ils commencent à s'inquiéter de ce qui va se passer après la crise. Ils ont été accompagnés. Je vous prends un exemple. Les artisans, les commerçants, les entreprises, les petites entreprises ont été accompagnés pendant la crise. Mais beaucoup d'entre eux se disent aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Le plan, par exemple, de report de charges sur plusieurs années, ça c'est acté, tout le monde y aura droit? Le plan de report de charges, effectivement, c'est acté. Non, mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quel commerçant, artisan viendra voir sa direction des impôts, demandera un report de charges et l'obtiendra? Oui, monsieur Neumann. Oui. Sur 3 ans? Sur 3 ans. Et Alain Griset y travaille, on échangeait encore hier, justement parce qu'il veut que ce soit le plus simple et le plus accessible possible pour les artisans et les commerçants. La seule limite, c'est celle du droit, qui fait que lorsqu'une entreprise n'est pas viable, et ça existe même en temps normal, en temps de croissance, on ne peut pas l'aider. Lorsqu'une entreprise n'est pas viable, c'est-à-dire une entreprise qui est rentrée dans la crise alors que ça allait déjà très mal et qu'en réalité, elle n'était pas capable de continuer son activité. Mais pour toutes les autres entreprises, y compris celles qui ont traversé des difficultés, y compris celles qui étaient en plan de redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2020, y compris pour celles qui ont été en redressement judiciaire l'année dernière et qui ont un plan de continuation, c'est-à-dire auquel le tribunal a fait crédit d'être capable de se redresser, seront accompagnés. Les artisans et les commerçants écoutent ce que vous dites ce matin. Une question qui n'a rien à voir avec le plan de relance. Je suis allé regarder les chiffres ce matin et je sais que c'est un sujet qui doit vous intéresser. Les femmes ne représentent que 30% des effectifs dans l'industrie. Vous vous rendez compte? 30%. Et j'ai envie de vous demander ce matin, mais vous qui prenez ce ministère, vous allez faire quoi concrètement? Du concret, les écarts de salaire, le plafond de verre pour accéder aux postes de pouvoir, les comportements sexistes dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? 30% de femmes seulement dans l'industrie? Alors, ce qui est choquant, ce n'est pas les 30% de femmes, c'est que
30% de femmes, et ça fait 10 ans que ça n'a pas changé, et c'est surtout 20% de femmes dans les comités exécutifs et les fonctions d'encadrement. Le c'est fameux ça, le plafond point. de verre. C'est ça le on point parle d'un plafond de verre, je ne sais pas s'il y a un plafond de verre d'ailleurs. Et parois de verre, puisque les femmes sont souvent dans les fonctions support, on les trouve à la RH, à la communication, mais quand il s'agit de production ou de recherche et développement, il y en a beaucoup moins. Et évidemment, du coup, ça leur bloque l'accès aux postes de responsabilité. Donc qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'ai mis en place depuis 18 mois, donc ça fait 18 mois que j'y travaille, y compris lorsque j'étais secrétaire d'État sans affectation, un conseil de la parité et de la mixité professionnelle auprès du Conseil national de l'industrie. Le Conseil national de l'industrie, il est présidé... C'est demain d'ailleurs la première réunion, je crois. Hein. Ah non, ça fait 18 mois qu'on travaille. Non, mais la réunion du Conseil national de l'industrie. Le Conseil national de l'industrie, on le réunit pour effectivement travailler sur le plan de relance et concerter avec l'ensemble des organisations syndicales, les associations et en 18 les mois, ce que vous avez élus fait a des conséquences concrètes, on les voit déjà arriver ? En 18 mois, on a travaillé d'abord sur... parce que le problème des femmes dans l'industrie, ça commence à 5 ans. Hein. C'est les jeux que vous donnez à la petite fille versus le petit garçon. Et c'est le fait de dire que lorsque les petits garçons jouent avec des jeux de construction, vous savez quoi, 5 ans plus tard, ils arrivent à bien se repérer dans l'espace et ils sont plus agiles dans la conception. Et les petites filles à qui on donne des poupées, vous savez quoi, elles ont une meilleure aisance verbale. Bah oui, mais ça, c'est pas inné. C'est juste l'apprentissage par le jeu. Donc, vous voulez dire que dès le plus jeune âge, vous luttez contre les stéréotypes. Mais une fois qu'on arrive à l'âge adulte, les écarts de salaire, c'est la loi. Or, la loi, vous le savez, elle n'est pas ou pas suffisamment appliquée. Ça, c'est le barème que nous avons mis en place avec Muriel Pénicaud, qui est un barème où vous devez systématiquement publier votre score sur 5 indicateurs, non seulement les écarts de salaire, mais également est-ce que vous avez des promotions au retour de votre congé maternité, est-ce que vous êtes... comment sont réparties les promotions entre les hommes et les femmes d'une année sur l'autre, ce genre d'évolution. Et sur cette base-là, toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent le publier, première étape. Et si dans 3 ans, elles n'ont pas un score satisfaisant, elles devront payer 1% de la masse salariale. Ben, je peux vous dire que mettre le coup de projecteur sur cette situation de parité, donner 3 ans aux entreprises pour évoluer et pour respecter la loi, on leur demande de respecter la loi, ça met un sacré booster dans la question de la parité homme-femme. Et peut-être montrer du doigt les entreprises qui ne respectent pas ces règles. Merci Agnès Pannier-Runacher d'être venue répondre à nos questions. L'information continue évidemment sur BFM TV et RMC.